Alors moi, ce que j'ai vu, c'est tout simplement un crochet gauche, hein. Ça fait longtemps qu'il nous le montrait. Il a débuté sa carrière de MMA, je pense qu'il s'est fait remarquer par l'UFC avec son crochet gauche. Il s'est fait remarquer au Glory avec son crochet gauche. Il s'est emparé de la ceinture 84 avec son crochet gauche. Il s'est emparé de la ceinture 93 avec son Avec son crochet crochet gauche. gauche. Et là, il poursuit sa carrière avec son crochet gauche en mettant Jamal Hill KO sur cet énorme crochet gauche. Voilà. Ça te dit de parier sur le combat de ce week-end? D'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France. Et je te propose un truc, vu que les paris me réussissent, celui qui gagne le pari paye un pas de taille. Deal. Dans leur match aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Alex Poatan Pereira. Parce que si, avec cette UFC 300, il y a bien deux performances à retenir, bon, la première, c'est Max Holloway, bien sûr, et la deuxième, c'est la masterclass que nous a offert Alex. On parle de masterclass, mais Alex, il fait que nous délivrer masterclass sur masterclass sur masterclass. Si on prend un peu de recul, Alex, il est arrivé à l'UFC en 2021. En 2022, il s'empare de la ceinture middleweight contre Israel Adesanya après avoir lessivé la catégorie middleweight et après avoir battu Sean Strickland. Ensuite, juste après ça, bon, il y a les défaites contre Adesanya, mais il revient encore plus fort en light heavyweight pour battre Jan Blachowicz, pour battre Jiri Prochazka et s'emparer de la ceinture des light heavyweight, et enfin pour battre Jamal Hill avec la manière ce week-end. Si on peut parler de masterclass, c'est que des masterclass. Voilà, donc Alex, ancien champion du Glory. Bon, on va pas vous faire toute l'histoire. Pereira, ancien champion du Glory, lessivé la catégorie middleweight. Il fait sa petite histoire maintenant dans la catégorie light heavyweight. Est-ce qu'on ne le ferait pas progresser encore vers une nouvelle masterclass en allant taper les plus dangereuses heavyweight de la planète? En tout cas, c'est son souhait. C'est son souhait. Il avait exprimé ce souhait justement. Alors ça pourrait faire quelque chose d'exceptionnel parce qu'il s'est donc emparé de la ceinture des 84, la ceinture des 93. Et là, il pourrait faire un jump dans la catégorie des poids lourds, justement, pour aller peut-être aller taper cette ceinture. Quand on voit en termes de poids, c'est pas quelque chose d'improbable. Ça restait un très gros middleweight qui faisait des cuttings énormes et était vraiment très très solide pour la catégorie. Ça reste un light heavyweight aussi encore bien costaud, bien massif pour cette caté. Il faut savoir qu'il s'est pesé à 93 kg et qu'il a regagné directement 12,3 kg en l'espace de 13 heures, donc quasiment 1 kg par heure. Il est remonté à plus de 105 kg pour son combat. Ça veut dire que même en light heavyweight, il est gros. Alors imaginez, en middleweight, la carrure qu'il va avoir. En face de vous, vous avez un mec qui fait plus de 100 kg, vous êtes en middleweight, la vision d'horreur. Et il vous regarde et il cligne pas des yeux. Une vision d'horreur pour n'importe quel combattant. Juste avant d'aller sur cette montée en poids lourd, est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce combat, du moins de ce qu'on a vu justement sur cette UFC 300, cette performance face à Jamal Hill, ancien champion des 93? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est tout simplement un crochet gauche. Ça fait longtemps qu'il nous le montrait. Il a débuté sa carrière de MMA. Je pense qu'il s'est fait remarquer par l'UFC avec son crochet gauche. Il s'est fait remarquer au Glory avec son crochet gauche. Il s'est emparé de la ceinture 84 avec son crochet gauche. Il s'est emparé de la ceinture 93 avec son crochet gauche. Et là, il poursuit sa carrière avec son crochet gauche en mettant Jamal Hill KO sur cet énorme crochet gauche. Voilà. C'est bon, j'arrête de le dire maintenant. Donc c'est vrai qu'il a... Est-ce que ce serait pas l'arme fatale à l'UFC en fait Alors, sur l'entame du combat, je le voyais un peu moins à l'aise, comme Jamal est gaucher, en termes d'utilisation de low kick, parce qu'on sait que Alex aussi, ses calf kicks, low kick non téléphonés sont aussi une de ses armes favorites, en plus de son crochet gauche. Et donc là, on voyait, il y avait un petit peu de mal par rapport à ça. Après, par contre, il mettait grosse pression sur Jamal. Il n'est pas tout en gaucher, Jamal. Hein. Jamal, il n'est pas tout en gaucher. Je pense qu'il a adapté cette stratégie-là justement pour contrer Pereira, parce qu'on l'a vu sur son combat contre Johnny Walker, c'est bien en droitier qu'il arrive à mettre KO. Hein. Donc soit il arrive à boxer très très bien des deux côtés, soit il est plutôt droitier en réalité. Hein. Il y a un switch de stance, mais donc là, ouais, on s'est retrouvé sur une stance de gaucher pour ce combat. Alors, je sais pas si c'était dans le game plan ou pas, mais de ce que je voyais, c'était que Pereira travaillait beaucoup en jab, on va dire ligne médiane. On voyait Jamal surréagir en fait par rapport à ça, jusqu'à ce que il remonte sur un espèce de mi-crochet, mi-uppercut. Mais il avait adopté plus ou moins la même stratégie avec Sean Strickland. Hein. On avait vu beaucoup de jab au corps, un Sean qui commence à suragir un petit peu, qui apprécie pas les jabs au corps, et au moment où la main est trop basse, boum, on fait un changement de trajectoire et on remonte en crochet. C'est devenu une de ses stratégies phares.
qui est plus ou moins basique en réalité en boxe anglaise, mais qui fonctionne très très bien avec lui. Faut voir en même temps, il a pas c'est pas n'importe quelle patate qu'il a, hein. Pour le coup, une patate ça suffit à sécher. Pourquoi? Je pense que tu as dû voir aussi le passage sur la machine. Tu sais, la machine qui teste la puissance de frappe. A priori, Alex taperait plus fort que Francis Ngannou. J'ai quand même pas mal de doutes sur cette information. Faut savoir qu'Ngannou il fait quasiment 130 kilos. Voilà. Alex il fait 105. Ngannou quand il tape un mec, le mec il tombe dans le coma. Il tombe dans les abîmes, il revient à la vie après 15 minutes. Voilà. Alors que Alex il a plutôt tendance à les sécher, d'accord, mais les mecs sont plus ou moins encore conscients. Je pense que la machine n'est pas très précise. Mais bon, tout ça pour indiquer qu'il a quand même une grosse force de frappe. Et c'est une stratégie qui paye avec lui. Un seul coup, un seul point, un seul crochet, et c'est terminé. Et donc sur cette fin de combat, on a vu qu'il avait pris un coup, donc apparemment dans les parties, mais qui ne l'a pas gêné du tout. Il y a Herb Dean qui a voulu intervenir, et c'était un moment cold, donc moment glacial, c'est-à-dire qu'il prend un coup dans les parties. Il y a Herb Dean, l'arbitre, qui vient pour intervenir, mais il ne regarde même pas l'arbitre. Il a les yeux qui sont fixés sur Jamal, c'est je vais te manger. Il le pousse, il le tient à distance. Alors Jamal, je sais pas si ça l'a un peu, on va pas dire sorti, mais ça a dû lui faire un petit truc, tu vois. Et Aussi, mais tu après, te rends compte qu'en fait, déjà que ton adversaire, il est à 100% sur toi, il est concentré à 100% sur toi, et ça montre qu'il était vraiment dans sa stratégie, qu'il s'est pas du tout laissé sortir. C'est super impressionnant. Il y a vraiment eu très peu d'interactions. J'ai l'impression qu'il était cold focus et qu'il pouvait pas tourner sa tête. Il était en train de mode la proie. Tu sais, comme les animaux, tu vois, t'as pas ton chat, par exemple, ton chat qui se bat avec un autre chat. Tu vas le récupérer, mais il continue à avoir la tête qui est tournée comme ça. T'as beau le mettre de côté, il va tourner sa tête. Il va toujours fixer l'adversaire. Il fixe l'adversité. Là, c'était pareil, en mode tunnel. Et ça peut effrayer. Ça peut effrayer. On le voit déjà, hein, un Jamal qui était vraiment beaucoup sur le reculoir, alors que d'habitude, il a l'habitude de mettre plutôt la pression. Là, il était vraiment sur le reculoir. Il attendait le bon moment. Mais voilà. Le bon moment s'est présenté pour Alex plutôt que pour lui. et alors donc, une fois qu'il a défendu cette ceinture, alors il y a eu un petit moment, je voudrais juste avoir ton avis dessus, c'est la remise de la ceinture noire, justement par ses coachs. Alors, ouais, je veux m'attarder vite fait dessus, parce que j'ai pas compris. Au début, je me suis dit, bon, tu sais, au Brésil, tu as des systèmes de ceinture sur le Muay Thai. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être ceinture noire de Muay Thai, tout ça. Mais c'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Donc, on a tous vu les grosses capacités au sol de Alex, et là, on a vu, c'est vrai, un sol monstrueux sur ce combat qui fait que ça a peut-être pu, qu'on a pu lui décerner cette ceinture noire. En fait, j'ai pas compris. Non, franchement, je te jure, j'ai pas Non, mais compris. écoute, en fait, le sol, ça veut dire si tu mets ton adversaire au sol, il a mis son adversaire au sol, tu vois. Son adversaire, il est tombé sur le dos. Est-ce qu'il n'a pas considéré ça comme un takedown? Je sais pas. Peut-être. Non, plus sérieusement, je pense que c'était plutôt symbolique. À mon avis, c'est une ceinture qu'il aurait déjà dû lui remettre à l'entraînement. Mais bon, c'est toujours plus plaisir, c'est toujours plus médiatique de remettre ça, on va dire, sur un événement public. Donc, il a dit, bon, on va attendre, on va lui faire la surprise. À mon avis, c'est déjà quelque chose qui méritait, qui aurait dû lui être attribué. Voilà. Ils attendaient juste le bon moment pour lui donner. C'était plus symbolique, en réalité, une réelle récompense du combat. Parce qu'on l'a vu sur le combat, il n'y a pas eu de phase au sol, à part la phase où Jamal il tombe sur le sol. C'est le seul fois où on a vu, on va dire, un des deux protagonistes en contact avec le sol. Donc, oui, plus symbole. Symbole en réalité que performance. Et après, alors pendant cette interview post-fight, il avait déjà émis le souhait, avant même que le combat arrive, de vouloir combattre à l'UFC Rio, donc l'UFC 301 qui aura lieu le 4 mai. Il disait, Mais voilà, attends, avant de passer à la suite, moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as pensé de sa célébration là, tu sais, c'est Khaby Lame, c'est ça. Oui, Ouais. moi ça m'a choqué, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse. C'était Bah, un peu en contraste avec le personnage, tu sais, parce que bon, d'habitude il est toujours froid, et là on l'a vu, bah, il s'est mis à danser aussi, il a dansé. j'ai trouvé ça étrange comme célébration, mais bon, c'était pas non plus, je veux dire, déplacé. Ou, Non, non, c'est juste qu'il y avait un énorme contraste, quoi. Il y avait vraiment un énorme contraste, parce qu'on a l'habitude, justement, comme tu dis, à avoir l'air sérieux, l'air impassible. Et là, bon, il a laissé un petit peu sortir ses émotions. C'est sympa, c'est agréable à regarder, parce qu'en fait, on voit Nina Drama, pour ceux qui connaissent, elle a un petit peu dévoilé. Elle a montré qu'en fait, Alex avait des sentiments. Et j'ai l'impression qu'il se donne un petit peu plus, qu'il se montre un petit peu plus, limite, que l'UFC, que le combat lui donne plus de possibilités de s'exprimer. Parce que j'ai suivi un petit peu par rapport au kickboxing, et c'est vrai qu'en fait, la période aujourd'hui où il s'exprime le plus, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, une fois qu'il est, on va dire, qu'il est passé sur ses interviews avec Nina, après ses combats, en fait, j'ai l'impression que ça développe un petit peu sa personnalité. Il manquerait plus qu'il parle anglais. Alors là, s'il arrive à parler anglais, je pense que c'est la perfection. Ça deviendrait vraiment un nouveau symbole aux États-Unis. Je pense qu'il aurait la cote encore plus
de tous les Américains. En parlant Ouais. d'Américains, il y en a un qui doit être bien content, c'est Drake. Drake qui vient d'empocher 1 200 000 suite à un pari mis sur Pereira. Pas mal, il Alors, avait parié 500 000, il me semble, et il a gagné c'est 1 200 000. c'est quoi déjà? Ah oui, c'est la malédiction. La malédiction de Drake, en fait, c'est qu'à Oui, à elle est chaque finie cette fois, malédiction. voilà, à chaque fois que Drake allait faire un pari sur un combattant, ce combattant en question perdait. Et là, pour une fois, il a gagné. Il a empoché. Non, pas pour une fois, c'est vrai. Cette malédiction, elle était vraie, elle a été établie pendant longtemps, mais bon, elle a déjà été brisée à plusieurs reprises. On ne parle plus de la malédiction de Drake, elle n'existe plus. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur quand tu sais que Drake a misé sur toi. Tu pars pas favori, on va dire. Un sacré pactole, hein. Bon, ouais, exactement, 1 200 000 pour 500 000 pariés, donc félicitations à Drake. Il doit être content. Maintenant, il y en a un qui est moins content. C'est Magomed Ankalaev. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait quelques temps qu'il avait notre Alex dans le viseur, ça fait quelques temps qu'il souhaitait l'affronter, et c'est pas du tout passé inaperçu Alex, il a justement call out après son combat. Il a demandé justement à combattre Ankalaev. Ankalaev, il avait dit sur les réseaux, Alex Pereira, félicitations pour ta victoire. Par contre, je vais te mettre KO dans le premier round, t'as pas de menton. Ah, il en fallait pas moins pour Pereira. Pereira directement. Voilà. On sent qu'il y a une vraie volonté de le combattre, de combattre Ankalaev. Qu'est-ce que tu penserais de ce combat, toi? Est-ce que tu penses que ça se passerait comme Ankalaev l'a dit, ça veut dire il tenterait de le mettre KO, ou est-ce que tu penses qu'il foncerait directement dans les jambes? Bah, déjà, avant de faire des pronos sur ce potentiel combat, c'est que moi, je vois pas ce combat pour le moment arriver, tu vois. C'est-à-dire que Alex, Alex, à la fin donc de son fight, comme j'avais dit, il avait émis déjà la possibilité de combattre à l'UFC Rio. Et là, il a dit, oh, j'ai 0 blessure, je suis frais, let's go, on peut y aller. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que tu n'as pas vu passer la petite vidéo sur les Où il réseaux? s'est cassé le petit orteil? Il s'est cassé le petit orteil, il s'est cassé le petit doigt en mettant, je sais pas, je crois que c'était un kick apparemment, qui a frotté avec qui a frotté. C'était même pas un truc un gros contact, c'était vraiment, ça a frotté sur la tête du gars et ensuite ça lui a retourné le pied. Il y avait une vidéo qui traîne où on voit avec le petit orteil Un retourné. mec qui est en train d'essayer de lui remettre l'orteil, tout ça. Donc il y a quand même une mini blessure. Est-ce que ça repousserait pas justement sa prochaine échéance? Après, il a dit qu'il était frais et dispo, tu vois. Mais encore une fois, donc il y avait cette possibilité. Et l'autre chose, c'était son souhait justement d'aller combattre en heavyweight. Il y a une photo aussi qui est sortie qu'on va vous mettre où on voit Thomas Spinal lors de l'entrée justement de Alex. Tom qui est focus en train de regarder Alex, en fait. Et Thomas C'est dur de Spinal, pas être focus. Hein. Tu vois que t'as un mec qui rentre sur une musique amazonienne là, en train de marcher comme ça. Forcément foncer dedans. Après il sort son arc. D'ailleurs, par exemple, est-ce que tu as vu la petite il y a une bataille un petit peu de emoji entre Jamal et Alex avant le combat. Jamal chope il chope la flèche. Et il attrape, il la prend, crac. Je pense que s'il avait gagné le combat, ça aurait été mythique. Ça aurait été mythique, on aurait regardé la vidéo et ça aurait pu faire un petit buzz sympa. Manque de chance, il s'est pris la flèche à la fin quand même. Et voilà, Thomas Spinal a l'air très chaud. Très chaud en fait d'affronter Alex. Normal. Et comme tu dis, Normal. maintenant il y a Ankalaev qui se met dans le mix. Mais la problématique, c'est qu'en fait, Alex a tapé des noms tellement gros. Ça a été des match-ups tellement avec une hype autour absolument monumentale parce que justement les combattants en face avaient un sacré passif. Que ce soit en termes de ceinture, Mais regarde Jamal. Jamal, il n'était pas si connu que ça. Pour moi, Jamal, il n'est pas si connu que ça. Il n'est pas plus connu que Magomed Ankalaev. Moi, tu mets Magomed Ankalaev contre Expera, ça me hype plus qu'un Jamal Hill contre Expera. En fait, le truc, c'est que Jamal, c'était le champion, mais en soi, il n'a pas perdu la ceinture, tu vois. Il a perdu la ceinture, enfin, il a dû la redonner pour cause de blessure. Mais en soi, il l'a perdu contre personne. Ankalaev, le problème, c'est que c'est pas bankable pour l'UFC, tu vois. C'est pas bankable, mais bon, en termes de performance, c'est obligatoire. Regarde, dans le classement light heavyweight, on a Alex le champion. Le premier contender, c'est Yiri, que Alex a battu. Le deuxième, c'est Magomed Ankalaev, donc qui est en place pour le combat. Le troisième, c'est Jamal Hill, que Alex vient de battre. Le quatrième, c'est Jan Blachowicz, que Alex vient de battre. Et le cinquième, c'est Alexander Akik, qui vient de se faire mettre KO par Yiri. Donc la seule solution logique pour l'UFC en light heavyweight, c'est forcément Magomed Ankalaev. Il n'y a pas d'autre alternative en termes de nom. Il y a d'autres noms qui sont en dessous, qui sont moins connus. Jiri peut-être un rematch. Mais Ankalaev, si tu veux, on a déjà. De toute façon, on sait que l'UFC, les classements, je ne vais pas dire que c'est là pour faire joli, mais presque, tu vois. À partir du moment où ils savent qu'ils peuvent faire un gros money fight
que ça peut ne pas suivre du tout les rankings, mais que ça peut générer des dollars à gogo, ils vont choisir cette solution. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et justement, les mecs bien classés dans le classement disaient ouais, on comprend pas comment ça se fait qu'on n'a pas le shot à la ceinture et tout. Oui, mais t'as beau être bien classé, si tu vends pas, tu n'auras Voilà, un pas. Dagestanais qui parle pas américain, qui parle pas anglais, pardon, un Dagestanais qui parle pas anglais, qui est pas forcément connu sur le sol, c'est pas terrible. Ceci dit, par contre, il est connu aux Émirats, et comme l'UFC a envie d'améliorer ses relations avec les Émirats, ça peut être intéressant. Maintenant, j'avoue, le scénario le plus optimal, en réalité, ce serait que Alex fasse sa revanche contre Yeri, que Magomed Ankalaev prenne le perdant de ce combat, et qu'ensuite, s'il gagne, qu'il accède à la ceinture, qu'il accède au teneur en titre. Là, ça pourrait être déjà plus intéressant. Ça permettra à Magomed de taper forcément soit Yeri, soit Alex, et de monter pour la ceinture ensuite. Et là, ce serait un bon combat. Ah, mais Mais qu'est-ce là, que tout de nous, suite, c'est vrai fans, que c'est on a envie de peut-être un voir? peu tôt. Qu'est-ce que nous, fans, on a envie de voir? Si tu veux, après cette lancée monumentale Pereira justement contre de Prochaska. Pereira, toi, c'est ce Pereira que tu contre veux voir. Prochaska 2. Moi, c'est ce que j'aimerais bien voir. Maintenant, en termes de pur classement, maintenant, en termes de performance, je pense que ce serait un mauvais move de la part de Yeri. On l'a vu, son combat contre Akik, il a failli se terminer de manière précoce avec les dégâts qu'il a pris dans les jambes. Il s'est pris de la même manière qu'il avait été très fortement blessé dans le premier round par Pereira et ses calf kicks. Il s'est fait énormément blesser par Rakik et ses calf kicks qui sont encore moins performants, qui sont encore moins aiguisés que ceux d'Alex. J'ai pas vu de progrès en fait dans la boxe de Yeri. J'ai pas vu de progrès, j'ai pas vu d'amélioration, surtout sur ses défenses de calf kick. Je le verrai pas revenir tout de suite contre Pereira. Pour moi, c'est trop tôt. Il a besoin de travailler techniquement. Ce serait pas forcément intéressant en termes de performance. Maintenant, en termes de combat, moi, tu mets un Pereira contre Prochaska, tu peux être sûr que je vais être devant ma télé. Hein. Tu sais que les mecs, ils font s'avoiner. Tu te souviens du duel de regard qu'il y a eu juste avant, le samouraï contre l'homme de pierre. C'était vraiment mythique. Moi, tu mets ce combat, je vais regarder. C'est Ah, un truc mais enfin, que je vais moi forcément c'est aimer. pareil, tu vois. Si tu me mets un pay-per-view comme ça, bien sûr, je serai devant l'écran. Mais si tu veux, tu vois Maintenant, qu'il s'est emparé de la ceinture 84. Tu vois qu'il a tapé des gros noms aussi en 93 et qu'il s'est emparé de cette ceinture. Tu veux que ce soit quoi le prochain move? Moi, j'ai envie de voir du heavyweight. J'ai envie de voir du heavyweight. J'ai envie de voir si moi, justement cette j'aimerais. patate tient dans cette caté, dans la caté reine, tu vois. Mais écoute, là, on parle d'un truc très intéressant. Parce que, regarde, imaginons que ok, cette possible migration en heavyweight se fait. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir un Alex Pereira contre John Jones, qui est magistral pour nous les fans. Alex Pereira contre Thomas Pinal, qui est encore une fois excellent. Alex Pereira contre Cyril Gane, qui pour nous français, ce serait excellent. On s'éclaterait. Imagine ça en septembre. Gane contre Pereira. On pourra avoir Pereira contre Pavlovich, Conner contre Conner, ce serait excellent. Après, là, ce serait moins intéressant si on descend dans le classement. Curtis Blade contre Pereira, on sait comment ça terminerait. Mais sur les 4 premiers combats, 4 premiers contenders, on va dire, sur les 4 premiers contenders de la catégorie heavyweight et sur le champion de la catégorie heavyweight, ce serait comme des combats intéressants. Donc c'est vrai que le move en heavyweight pourrait être intelligent, parce que tu n'auras que des combats qui seront cool à regarder, qui seront forcément intéressants en termes de billetterie, en termes de pay-per-view. Est-ce que c'est pas trop dangereux pour Pereira de monter en poids lourd, tout simplement? Parce que Pereira en poids lourd, c'est 105 kg. Je le redis, un Francis Ngannou, c'est 130 kg. Un John Jones, ça doit être autour de 115. Un Cyril Gane, pareil, ça va être autour de 120 et des patates. Tu vois, on n'est pas sur des petits poids lourds de 105 kg, on est sur des vrais poids lourds. Bah, c'est des poids lourds naturels. Tu vois, c'est des mecs qui, je pense, à Ouais. l'âge de 15 ans, ils faisaient déjà 100 kilos, tu vois. Oui, c'est Voilà, des gros sacs. des très gros gabarits. Alex, Des ça gros serait sacs. un petit poids lourd, à l'image un peu de Jailton Almeida, tu vois. Almeida, c'est pas un gros poids lourd. De toute façon, on a vu la différence de gabarit justement contre Curtis Blade pour Jailton. Ouais, oui, bah, On voilà, voyait que exactement. c'était un petit Exactement. poids lourd. Après, s'il y a une montée en Le poids truc, c'est lourd, que ouais, il faudrait un match-up intéressant aussi de la part de l'UFC. C'est que tout à l'heure, comme tu disais, les différents profils, il faudrait mettre un mec qui, ce qu'on appelle stand and bang, tu vois, c'est il reste debout et il va frapper, il va pas chercher la lutte directement. Il faudrait pas un Curtis Blade. Il faudrait pas un Curtis Blade qui aille le lutter dès le début du combat et qui c'est s'allonge ça. sur lui pendant C'est 3 c'est rounds. c'est pour ça que je suis pas descendu dans le classement plus que ça. J'avais oublié Stipe Miocic qui était 4ème du classement, pardon. Je suis pas descendu en dessous du 4ème parce qu'après c'est du Curtis Blade, c'est du Volkov, c'est du Jailton Almeida, c'est du Du Tibora, c'est du Spivak. Spivak, c'est du voilà. Voilà, c'est des mecs qui vont aller au sol. Ce ne sera pas des combats qui seront vendeurs pour l'UFC. Là, ceux que j'ai cités, c'est des combattants où potentiellement il pourrait y avoir beaucoup d'actions debout. John Jones, bon, on sait qu'il peut aller au sol. Thomas Pinal également, mais c'est de très bons strikers aussi. Donc c'est des combats qui sont intéressants. Maintenant, c'est vrai que si tu passes en pur mode poids lourd, un poids lourd de 120 kg qui tente d'amener au sol un mec de 105 kg en général, surtout un mec de 105 kg qui ne fait pas de lutte et de sol à la base, mais qui fait vraiment du striking,
pense que ce serait un petit peu la kryptonite de Pereira. Après, peut-être qu'il me fera mentir. Peut-être qu'on verra une défense au sol excellente. On sait qu'il travaille avec Lovert, etc., qui est lui également très très lourd, qui est spécialiste du sol, spécialiste de la lutte. Peut-être qu'il pourrait me faire mentir, mais j'en doute. Je pense qu'il y aura vraiment un gros déficit de force s'il est dans cette catégorie lourde à l'UFC. Et il y a aussi une autre question qui se pose, c'est la question de son menton. Parce qu'on l'a vu se faire KOT par un Adesanya en 84 kg. Alors Adesanya, très précis, très bon timing, il n'y a aucun souci, mais il n'a pas forcément un power punch de malade. Tu vois. Oh, je te rejoins pas forcément. Tu sais pas le mec avec un euh, one punch knockout façon Poatan par je suis pas exemple. d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi Paulo Costa, il s'est jamais fait KOT. Il a combattu Romero, High il kick. s'est pas fait KOT. Il a combattu Rockhold, il a combattu les Vettori, il jambes a combattu d'Adesanya. Uriah Hall. Voilà, en fait, il a pris toutes les pires armes possibles de l'UFC. Il a pris les high kicks d'Adesanya, rien. Il a pris les high kicks de Whittaker, pas KO. Il a pris des patates et des kicks de Rockhold, pas KO. Il a pris des patates de Romero, des kicks de Romero, pas KO. Il se prend un crochet gauche d'Adesanya, il tombe complètement inconscient. Il a la tête dans le sol. Ah, mais je te dis, Donc, après, c'est une je histoire de pense qu'on timing, sous-estime un petit précision. peu. Mais il n'a pas C'est pas tout. Blachowicz, qui a combattu en 93 contre Pereira. Il a combattu aussi Adesanya et il a dit s'il avait été surpris par la puissance d'une personne, c'est par la puissance d'Adesanya. Il a dit qu'Adesanya tapait beaucoup plus fort que ce qu'il pensait. Je pense qu'on se fixe un petit peu trop sur cette frame qu'a Adesanya assez maigrelette. Tu vois, un petit peu maigre, un petit peu grand, qu'on se dit oui, voilà, il n'est pas très épais physiquement, mais il a une patate de malade. Hein. Adesanya, il a vraiment une patate de malade, il met KO beaucoup de monde. Hein. Sur ses 24 combats, il a 16 KO. Hein. Et voilà, et les décisions qu'il a faites, il a souvent sonné les mecs très très fort. Il a endormi complètement Pereira. Il tape fort. Je pense qu'on sous-estime un petit peu trop pour le coup le KO power d'Adesanya. Mais c'est pas non plus le plus gros puncher. Mais je me dis, si en 84 kg, Non. Pereira s'est fait éteindre par Adesanya dans la catégorie heavyweight, ça va être très compliqué justement par rapport à ça. Ah, tu prends une patate de Pavlovich, c'est pas la même que d'Adesanya, par contre. Ça, c'est sûr. Voilà. Un Pavlovich qui t'envoie un crochet droit chargé de loin en faisant 25 kg de poids de corps, ça va pas être la même qu'un mec qui fait 95 kg. C'est sûr. C'est sûr. Donc, pareil, mettre KO un mec qui est très très lourd, quand tu fais 100 kg, c'est dur. Voilà. Pour moi, ça serait le plus gros questionnement de cette montée en heavyweight, c'est sur cette capacité justement à encaisser les shots des heavyweight. Mais j'y rebondir, encore une fois. On avait parlé justement de monter comme ça en catégorie. Il y a un combat justement sur la carte de ce week-end qui était un petit peu révélateur, que c'était un petit peu une bêtise de penser ça. C'est Max Holloway contre Justin Gaethje. Moi, tu m'as annoncé ce combat, je me suis dit, pauvre Max, il va se faire casser son menton. Il pourra pas encaisser les patates d'un Justin Gaethje qui est une catégorie au-dessus de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Masterclass total, contrôle total. Et c'est lui qui KO cold Justin à la fin du combat. Il m'a fait mentir sur la montée en poids. Une montée en poids qui est bien préparée, bien faite à l'avance, je pense que c'est pas si dangereux que ça. Et par contre, c'est vrai qu'on parle d'une catégorie qui est extrême. Les poids lourds, c'est vraiment un écart, c'est un gap énorme. Entre 93 kg. Max Holloway, tu vois, il a grimpé de quelques kilos, 5, 6 kilos. Là, on va passer de 93 à moins de 120. C'est-à-dire potentiellement 27 kilos d'écart. Est-ce qu'on peut dire encore que c'est applicable le cas Holloway sur cette catégorie poids lourd? Mystère. Parce que tu vois, c'est un bon argument. Dana l'utilisait comme argument. Il disait regardez, tout le monde pensait que Max Holloway allait perdre, que Justin allait le massacrer. C'est pas le cas. D'accord. Mais il n'y a que 5-6 kilos d'écart. Là, on parle de 27 kilos d'écart. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Et là, attention, les mecs qu'on voit dans le ranking actuellement dans la catégorie poids lourde, c'est pas des mecs de l'époque qui faisaient 100 kilos, 105 kilos. Hein. John Jones, je l'ai dit, il est très lourd. Aspinall, il est très lourd. Gann, il est très lourd. Pavlovich, il est très très lourd. Stipe Miocic, ce serait plus léger. Ce serait plus accessible. Et une question sur le style de les combat autres- de Pereira. Sur le style de combat de Pereira, est-ce que tu penses que ce serait un style adapté justement au poids lourd? Parce qu'il n'est pas en soi très mobile, tu vois. Ouais, ça s'adapte au poids lourd. Moi, je pense justement, ça s'adapte au poids lourd. S'il y a une catégorie où tu peux te permettre de pas être très mobile, c'est la catégorie poids lourd. En réalité, c'est l'endroit. Regarde, Pavlovich, il s'est mis au sommet de la catégorie poids lourd en n'étant pas mobile. Curtis, pas très mobile. Volkov, pas très mobile. Voilà, c'est pas des mecs qui sont. Tu regardes aujourd'hui le top 10, Taiju Vaza, Spivak, Tibura.
voilà, c'est des mecs qui sont pas super mobiles. La catégorie poids lourd aujourd'hui, justement, elle est ouverte à ce type de profil. On voit justement même que l'argument, il est quand même mobile, Pereira, hein, mine de rien. On pense qu'il est assez figé, mais il bouge bien, hein. Il bouge bien quand même, hein. En tout cas, il est pire que lui dans la catégorie poids lourd. Donc, moi, je pense pas que ce sera un problème. C'est pas un contre-argument. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, cette montée en poids lourd de Pereira, ça serait vraiment la chose prioritaire que je voudrais le voir faire. Je veux Ah, pas ce le serait le voir, Graal, hein. C'est ce qu'on veut je tous veux pas voir. le voir taper en Kalev. C'est pas aujourd'hui un combat qui m'intéresse plus que ça, tu vois. À mon avis, c'est parce que tu as peur qu'en Calais brise la légende. Un petit peu, je pense que c'est ça. Voilà pour cette news. N'hésitez pas en commentaire à nous dire justement si, comme Gabriel, vous pensez qu'Ankalaev peut briser la légende Alex Pereira. Moi, je pense qu'il en serait capable. De toute façon, les Dagestanais, ils sont capables de tout. On l'a vu avec Khabib, on l'a vu avec Islam, ils sont capables de tout. Islam a brisé la légende Volkanovski. Khabib a brisé multiples légendes. S'il y a une chose qu'ils sont bons à faire, c'est justement à casser les légendes. Ankalaev, faut pas qu'il finisse contre Pereira ou sinon ça va mal finir. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait plaisir. Gabriel, à la prochaine. À la On se prochaine, retrouve très Mathieu. bientôt pour une prochaine news. Os